Eh bien, rebonjour à tous pour cette nouvelle table ronde d'une matinée dense. Et ravi de vous retrouver. Je suis content d'avoir perdu ma qualité d'oncologue, que j'avais gagné à la première table ronde, mais que j'ai reperdu, donc malheureusement. Et donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde qui est consacrée à un beau sujet qui nous est cher, celui de la santé des femmes. Et nous avons construit un panel qui est strictement paritaire afin de l'aborder dans les meilleures conditions. L'objet principal qu'on voudrait discuter avec vous, devant vous aujourd'hui, c'est la question de savoir, là aussi, comment on passe d'une envie collective, d'une mobilisation collective sur ces sujets de santé des femmes à des premières réalisations, à quelque chose qui avance. Bref, comment est-ce qu'on dépasse notre souhait collectif de faire plus et de faire mieux, et quelles pistes on peut ouvrir pour cela. Alors pour ce faire, j'ai la joie, le plaisir, l'avantage d'accueillir 4 intervenants de premier ordre. Alors je vais commencer par évidemment Anne Gradvold, qui est ici et qui est directrice d'innovation du groupe Vive. À sa gauche, Juliette Moreau, qui a diverses qualités, mais notamment celle d'être présidente de Femtech France et CEO d'une start-up qui s'appelle MySLife et qui intervient dans le champ de la santé des femmes. Elle nous en dira plus également. Et puis 2 intervenants masculins, à la gauche de Juliette, le professeur Luc Solaire, qui est notamment très engagé dans sa start-up Visible Patient. Et puis à la droite, enfin à la gauche, comme on voudra, de Mme Gradvold, Georges Fabrice Blum, qui est gynécologue obstétricien, professeur associé à l'Université de Mulhouse, et qui a, comme chacun le sait, eu un lien particulier avec Olivier Becht. Voilà, pour dire ça de manière introductive. Et pour lancer la discussion, je proposerais peut-être de partir, Anne Gradvold, de ce que vous avez publié il y a quelques jours, le 8 mars justement, pour faire un peu un état des lieux de la santé des femmes, là où on en est, et quels peuvent être les sujets sur lesquels on pourrait avancer. Alors bonjour à tous et à toutes et merci Nicolas, merci pour cette intro. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de santé des femmes. Le groupe Vive est le premier groupe mutualiste français, c'est un groupe de santé qui fait de l'assurance de personnes, du soin et du logement, avec des grandes marques comme MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT. Le sujet de la santé des femmes est un sujet majeur pour le groupe Vive. Il est ancré dans notre plan stratégique comme un sujet de premier ordre. Et nous sommes largement implantés dans l'écosystème santé des femmes à travers des partenariats structurants comme le partenariat avec Femtech France, des partenariats avec des Femtech, des partenariats avec des instituts de recherche, des fondations qui œuvrent pour faire avancer concrètement la santé des femmes. Alors en effet, le 8 mars, nous avons publié les résultats d'une enquête auprès de 3000 Français, 2000 femmes, 1000 hommes. Il nous semblait indispensable à un moment donné de faire un état des lieux sur un certain nombre de sujets, dont la santé, mais pas que. Et on va démarrer par déjà un sujet d'égalité dans la société, une société qui est encore largement perçue comme inégalitaire au profit des hommes, surtout par les femmes d'ailleurs, étonnamment. 2 tiers des femmes pointent des inégalités de genre, sentiment renforcé quand les femmes sont atteintes d'une pathologie féminine, ce qui n'est pas anodin puisque je vous rappelle que 15% des femmes souffrent d'une pathologie féminine. 4 personnes sur 10 ne s'estiment pas en bonne santé aujourd'hui sur le plan physique. C'est un ressenti qui est davantage partagé par les femmes que par les hommes. Sur le plan psychique également, 4 personnes sur 10 ne s'estiment pas en bonne santé. Et là aussi, un ressenti qui est encore plus partagé par les femmes. Une mauvaise santé sur le plan psychique et physique qui est corrélée aujourd'hui, puisqu'on a une surreprésentation des femmes, 1/3 d'entre elles qui ne se sentent bien ni physiquement ni psychiquement. Donc vous voyez, c'est vraiment très lourd. Autre enseignement essentiel de cette enquête, la méconnaissance de la part des personnes interrogées des risques cardiovasculaires pour les femmes, alors que je vous rappelle qu'ils représentent la première cause de mortalité féminine. Les maladies cardiovasculaires sont moins investiguées chez les femmes lorsqu'elles rencontrent et lorsqu'elles ont des séances avec leurs professionnels de santé et qu'elles ont des consultations médicales. Encore dans le cadre des consultations médicales, on a 25
35% des femmes qui ne se sentent pas à l'aise pour aborder les problèmes féminins avec leurs professionnels de santé en raison d'un manque d'écoute ressenti sur ces sujets. Donc vous voyez que c'est très lourd, c'est à la fois de l'état physique, de l'état psychique, un manque de confiance pour parler de ces sujets, même avec les professionnels de santé. Et puis des femmes qui mettent en sourdine leurs besoins de prise en charge. 54% des femmes ne prennent rendez-vous chez leur médecin que lorsque cela devient indispensable. Et vous voyez que c'est 6 points de plus que chez les hommes qui sont scorés à 48%. Donc ça n'est pas anodin, des femmes qui s'oublient. Et on a 46% des femmes qui témoignent de difficultés à obtenir un rendez-vous, notamment chez un spécialiste. Côté employeur, alors là c'est incroyable, on a 66% des employeurs qui déclarent que la santé des femmes est un sujet à adresser au sein de leur structure, et pourtant, on a seulement 6%, vous avez bien entendu, 6% des femmes qui se déclarent à l'aise pour parler de leur santé, notamment des spécificités féminines, à leur employeur. Donc on a un vrai sujet de la santé des femmes dans la société et de la santé des femmes dans les organisations et dans le travail. On a 73% d'ailleurs des femmes qui pensent que les jours d'arrêt pour troubles féminins les pénaliseraient au travail, et les employeurs sont d'accord avec ça. Donc c'est vraiment quelque chose de structurant. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur la place des femmes dans la société, sur la santé des femmes et la prise en compte de la santé des femmes. Et alors, nous, on est un groupe mutualiste, on est quand même rassurés de savoir que 90% de la population juge les mutuelles légitimes et efficaces pour accompagner la santé des femmes, et elles ont raison. Donc j'ai encore quelques temps pour vous détailler des actions qu'on met en place au sein du groupe Vive. Alors on accompagne beaucoup de pans de cette santé des femmes, avec, par exemple, la prise en charge d'une culotte menstruelle pour lutter contre la précarité menstruelle qui touche, je vous rappelle, 4 millions de femmes en France. Donc, ça n'est absolument pas anecdotique. Et nos grandes mutuelles comme MGEN, comme MNT, comme Harmonie Mutuelle, remboursent une culotte menstruelle à toutes leurs adhérentes qui en expriment le besoin. Donc, et je vous rappelle que c'est loin d'être anodin. Chez Harmonie Mutuelle, nous sommes en train de construire un service d'accompagnement à la santé des femmes dans l'entreprise. Et eu égard à ce que je vous ai dit il y a quelques instants, on voit à quel point c'est un sujet indispensable. Et puis, je vais vous parler du partenariat entre MGEN et Live, donc une start-up qui accompagne les femmes dans leur vie avec l'endométriose, puisque 10% des femmes touchées, 7 à 10 ans d'errance diagnostique, et puis une maladie qui n'a pas de traitement aujourd'hui. Donc, on doit apprendre à vivre avec sa maladie sur tous les pans, l'hygiène intime, de l'alimentation, de la charge mentale, etc. Donc c'est vraiment une appli qu'on a mis à disposition de 1000 premières femmes l'année dernière, et 97% à l'issue de cette expérimentation, 97% des participantes ont considéré que leur connaissance sur l'endométriose avait augmenté avec le programme, et un taux de satisfaction, je n'ose même pas le dire tellement ça semble incroyable, de 98,9%. Donc incroyable, et c'est vraiment un apport essentiel dans la vie de ces femmes qui, pour la plupart, n'avaient pas de solution, de réponse en fait à leur pathologie. Et aujourd'hui, on est très heureux d'ouvrir à 2000 adhérentes supplémentaires l'accès à cette appli financée par MGEN, et à toutes les salariées en interne et les militantes élues permanentes qui en expriment le besoin. Donc c'est vraiment un mouvement de fond de la part de toutes nos mutuelles, pour à la fois se forger une doctrine et vraiment construire une philosophie, un accompagnement sur la santé des femmes, et surtout, mettre en place des projets structurants et innovants. Merci beaucoup Anne, et merci de ces illustrations qui sont, je pense, intéressantes pour nous tous. Je vais passer la parole à Juliette avec, au fond, peut-être une question qui est, j'entends dans ce que dit Anne à l'instant, que, au fond, il y a un cumul de plusieurs sujets, mais le premier, c'est être en mesure ou être légitime pour aborder des sujets qui relèvent de l'intime, ce qui est un sujet général, qui est redoublé dans le champ particulier de la santé des femmes par le fait qu'un certain nombre de choses ne se disent pas et surtout ont été considérées au vécu comme anecdotiques.
Et donc, une des questions que je voulais te poser au-delà de ça, c'est comment tu vois la bonne manière de donner à ces questions-là leur statut de questions médicales, de questions de santé publique, de questions sociales. Comment tu vois ce mouvement-là et plus largement, quel rôle joue pour toi la Femtech là-dedans? Merci. Peut-être juste pour présenter, et surtout présenter l'association que je représente. J'ai cofondé et on met maintenant 75 au sein de l'association entreprise Femtech France. Femtech France, c'est un collectif qui regroupe l'ensemble des entreprises qui travaillent en innovation en santé des femmes. L'innovation en santé des femmes, c'est un champ large. Je vais y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce collectif, il a une visée, c'est pouvoir justement rentrer en contact avec l'ensemble de l'écosystème, augmenter nos partenariats avec celles et ceux qui font la santé en France. Donc c'est à la fois des soignants et on a signé l'an dernier un très beau partenariat avec la PHP pour 3 ans, justement parce que c'est ce qui contribue à pouvoir faire rentrer la question de la santé des femmes dans le monde médical, et j'y reviendrai pour répondre à ta question. On a aussi signé un certain nombre de partenariats avec des partenaires qui travaillent dans l'assurance en santé, et en particulier le groupe Vive, avec des laboratoires pharmaceutiques. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec le laboratoire Organon et avec d'autres. Et puis aussi, plus grand nombre, on est accompagné par des acteurs de l'économie comme Act for Impact de BNP Paribas et la Fondation Sisley. Pour revenir à ta question, la première chose, c'est de savoir de pouvoir comptabiliser de ce dont quoi on parle. Le fond du sujet aujourd'hui en santé des femmes, c'est ce qu'on appelle le Gender Data Gap. C'est l'absence de données en santé des femmes, une absence de données qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal justement à pouvoir quantifier à la fois l'étendue du problème, j'ai envie de dire, et sur comment on pourrait justement l'attaquer d'une manière ou d'une autre. L'endométriose est un bel exemple, je pense qu'on va y revenir par la suite, mais typiquement, voilà un espace où aujourd'hui, pour pouvoir innover en imagerie médicale, et j'ai en face de moi une start-up qui entendra très bien la problématique, pour pouvoir innover en imagerie médicale en endométriose, il faut pouvoir voir passer des femmes qui souffrent d'endométriose, il faut pouvoir avoir des images annotées. Pour avoir ces images annotées, ça veut dire qu'il faut sortir de la donnée qui n'est pas obligatoirement disponible dans des endroits où on va avoir des EDS intéressants comme les hôpitaux, mais plutôt dans un endroit de ville, hein, parce que c'est souvent une pathologie qu'on va voir en ville, et où typiquement, si on veut pouvoir trouver une solution, il va falloir avoir accès d'une manière ou d'une autre à de la donnée de ville. C'est d'ailleurs assez vrai pour un certain nombre de pathologies féminines qui, globalement, ne sont pas des pathologies qui passent à l'hôpital ou qui passent à l'hôpital quand elles en sont à un stade très avancé, mais qui, du coup, vont plutôt passer en ville. La ménopause, c'est l'exemple le plus frappant. Les femmes sont assez peu médicalisées, en fait, quand elles rentrent en ménopause. De fait, il y en a beaucoup qui ont déjà voient plus leur gynécologue. En général, on laisse tomber, entre guillemets, la visite chez le gynécologue une fois que le désir d'enfant est abouti. Et du coup, on va plutôt aller chez un médecin généraliste. Médecin généraliste qu'on va aller voir et à qui on pourra donner, entre autres, l'information qu'on est en ménopause. Et si on ne partage pas plus que ça les problématiques, les symptômes dont on peut souffrir, du coup, typiquement, ces femmes-là, elles vont échapper au système médical. Et de fait, on va avoir peu de données sur elles et peu de capacité de pouvoir les suivre par la suite. Ce qui me permet d'ailleurs d'ouvrir le champ de la santé des femmes. La santé des femmes, c'est des pathologies 100% féminines, mais pas que. Tu l'as très bien dit, les femmes meurent du cœur. Il y avait, je citerai la professeure Mounier-Veillé qui dit très bien, les femmes regardent leur sein, mais elles meurent de leur cœur, et c'est très vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est une pathologie qui est non genrée, de fait, hein, les hommes aussi meurent de leur cœur, mais c'est une pathologie sur laquelle il y a une nécessité à regarder justement comment la maladie, quels sont les symptômes de la maladie chez la femme et comment on la soigne. Est-ce que la prise en charge est différenciée? Ça aussi, c'est de la santé des femmes. C'est un champ qui va, ce type de pathologie-là, on va le retrouver aussi en santé mentale. Typiquement, alors c'est assez connu, hein, mais on a un taux de dépression plus important chez les femmes que chez les hommes. C'est une pathologie qui doit être soignée. On dépiste moins bien les petites filles autistes que les petits garçons autistes pour des raisons aussi de genre, parce que les symptômes sont différents, parce qu'il y a aussi des biais de genre. Une petite fille calme, c'est OK, alors que ça l'est moins chez un petit garçon. Donc ça,
tout le champ de la santé des femmes, il est extrêmement large. Il ne va pas uniquement se concentrer sur ce qui touche à la santé purement gynéco ou dite féminine, mais il va aussi regarder un champ beaucoup plus large qui passe de la santé mentale aux maladies chroniques. On sait que les pathologies auto-immunes, elles sont surreprésentées chez les femmes et qui, du coup, nécessitent une investigation un peu plus forte. Donc, au-delà de la donnée, il y a un deuxième axe, et c'est celui sur lequel je suis contente que notre partenariat ait été construit avec la PHP, c'est de pouvoir aussi faire rentrer cette information de la femme et comment je prends en charge la femme sur une pathologie non genrée, aussi dans les recherches cliniques, aussi dans le sein de l'hôpital, et le faire accepter par des soignantes, parce que c'est beaucoup de femmes qui sont médecins aujourd'hui, le fait qu'on puisse prendre en compte différemment le corps féminin du corps masculin. J'arrêterai là, je crois que j'ai dépassé mon temps, pardon. Non, mais c'est une belle conclusion, Juliette. Et peut-être pour prolonger un tout petit peu la discussion en passant à Luc qui est à ta gauche, je pense que côté Visible Patient, vous vous êtes posé la question de savoir comment attraper des questions qui étaient des questions relevant de la santé des femmes. Et je crois aussi que vous êtes en mesure de nous faire toucher du doigt la raison pour laquelle l'endométriose n'est pas un sujet si simple. Mais oui, en fait, je trouve que l'endométriose est intéressante parce qu'elle est caractéristique d'un élément auquel on tient beaucoup, à savoir que pour pouvoir traiter à égalité l'homme et la femme dans le soin, il faut accepter et comprendre que l'homme et la femme sont différents. Et évidemment, les pathologies féminines ont des spécificités. Donc là, vous avez des exemples de ce qu'on fait, à savoir des modélisations 3D. On comprend que c'est compliqué d'avoir ce genre d'informations parce qu'à la base, l'image IRM, elle est déjà complexe. Et ensuite, deuxième problème, la variation pathologique, notamment dans l'endométriose, est extrêmement complexe à percevoir. Dans l'exemple que vous voyez là, par exemple, il y a une toute petite endométriose. Pas de chance, elle est très mal placée, on va le voir. Elle est en contact direct avec le sigmoïde. Et en rentrant dans le sigmoïde, on va se rendre compte qu'elle envahit le sigmoïde. Ce qui veut dire qu'en termes opératoires, il va falloir couper un morceau du sigmoïde. Complication très forte au niveau chirurgical. À côté de ça, deuxième exemple, vous avez une autre endométriose, un peu plus grosse, mais comme vous allez le voir au niveau modélisation 3D, celle-ci n'envahit pas les tissus voisins. Chirurgicalement, il faut la retirer, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile et il y aura moins de conséquences post-opératoires. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut absolument détecter précocement les endométrioses, en tenant compte des spécificités de cette pathologie qui sont spécifiquement féminines. Et il faut ensuite être capable de les traiter soit de façon médicamenteuse, soit de façon chirurgicale qu'on ne peut pas faire autrement. L'objectif, c'est d'éviter d'arriver à ce troisième exemple, qui est une détection beaucoup trop tardive, c'est pas celle-ci, c'est celle d'après, pour lequel on a une endométriose qui a envahi le pelvis de façon majeure, comme vous allez le voir. Alors, juste pour les chiffres, il y a 32 millions de femmes qui ont des endométrioses profondes dans le monde. 20% des patientes qui ont une endométriose ont des endométrioses profondes. 63% d'entre elles devront être opérées au moins une fois. La moitié de ces patientes seront opérées au minimum 2 fois. On ne peut pas rester sans rien faire. C'est un domaine majeur pour lequel il faut trouver des solutions spécifiques. Donc l'endométriose est un exemple. On l'illustre ici pour qu'on comprenne bien. Là, vous aviez un exemple d'une invasion de la vessie d'un côté et à l'arrière, en plus du sigmoïde. Vous voyez que quand vous avez ça, l'opération va être très lourde pour la patiente. On ne doit pas arriver à ce niveau-là. On devrait évidemment avoir détecté plus tôt, d'où l'importance de la détection précoce. Et ensuite, une fois qu'on sait que la patiente a une endométriose, on fait une image, on regarde où elle est et on choisit le traitement. Ça semble évident, c'est ce qu'on a fait pour plein d'autres pathologies. Faisons la même chose pour les pathologies féminines. Alors, il y a les pathologies comme celle-ci qui sont très graves sur le quotidien avec des risques délétères très forts, mais il y a aussi des pathologies plus faibles et qui touchent les femmes au quotidien. Notamment, je pense par exemple à la réadaptation du périnée. Ce n'est pas de notre société, c'est d'autres sociétés de la Femtech. Il y a Physimed par exemple qui fait des sondes pour ça. Il y a des solutions qui existent. Il faut absolument accélérer ce développement parce que la population en a besoin. Et il n'y a pas de raison valable, quelle qu'elle soit, de traiter les femmes moins bien que les hommes. Il faut leur proposer des thérapies spécifiques par rapport à leur pathologie. Merci beaucoup. Et je trouve que les images, au moins de mon petit point de vue, sont intéressantes parce qu'elles permettent de... Encore une fois, on parle
beaucoup depuis le début d'intime et de représentation. Alors, pas pour rabattre sur la santé sexuelle, mais parce qu'on est quand même dans la perception d'abord de la maladie, enfin, du fait qu'il y a une pathologie, que les symptômes associés sont des symptômes de pathologie et pas quelque chose de différent. Et au fond, y compris être capable de montrer, en guillemets, à quoi ça ressemble, ce qu'il y a comme substrat somatique derrière tout ça, et ce que ça appelle in fine comme type de traitement, ça permet, je trouve, de clairement se situer dans un autre univers qui est bien l'univers de la médecine, et de tuer tous les doutes éventuels qui peuvent exister sur le fait que tel ou tel sujet ne serait pas un vrai sujet. Enfin, c'est manifeste rien qu'en le voyant. Peut-être pour continuer sur l'endométriose, et en passant à vous, je sais que vous avez à cœur de partager avec nous les résultats d'une étude que vous êtes en train de construire, qui pour le coup, elle travaille sur les liens entre activité physique et endométriose, sauf erreur de ma part. Oui, en effet, merci Nicolas. Cette étude a démarré il y a quelques années, mais surtout après la visite du candidat Emmanuel Macron à l'été 2022, quand il a fait son tour de France. Je l'ai reçu avec mon député, qui est devenu entre-temps ministre, et puis qui est nouveau député aujourd'hui, Olivier Becht, et on l'avait reçu à Mulhouse, et il nous avait parlé de l'activité sportive éventuellement dans certaines pathologies. Il m'avait dit, écoutez, voilà, moi je serais prêt à rembourser éventuellement de l'activité physique si vous arrivez à prouver qu'il y a un lien de diminution des douleurs, etc., notamment dans l'endométriose. Endométriose touche quand même, je vous le rappellerai, une femme sur 10 dans le monde. Donc nous avons débuté une étude en Alsace, donc à l'université de Haute-Alsace, dans le laboratoire l'ISEC 2310 à l'UHA. C'est l'université de Haute-Alsace qui est en partenariat avec une université au travail luxembourgeoise à Strasbourg, avec une jeune femme qui s'appelle Géraldine Escriva-Boulet, qui a coordonné une étude multicentrique sur 6 centres hospitaliers, à savoir Mulhouse, Strasbourg, Lyon, Montpellier, Grenoble et Nîmes. On a appelé cette étude Crescendo pour accroître l'exercice physique et le sport pour combattre l'endométriose par le cardio, le yoga, le pilate, le stretching, mais aussi par la parole et l'éducation, l'action éducative. C'est à peu près comme l'éducation thérapeutique, mais sans une validation par l'ARS. Alors vous savez toutes et tous que l'endométriose est une maladie très invalidante, où en fait le tissu endométrial, ce qui s'appelle les règles, qui au lieu de sortir par le bas tous les mois, fait un chemin inverse, remonte dans les trompes et va s'accrocher dans le péritoine, dans l'ovaire, comme l'a montré très bien Luc, dans la vessie ou sur le côlon, pour des histoires probablement d'origine immunologique, et va créer des petits nodules, va déposer des petits nodules de sang qui vont réagir tous les mois grâce à la physiologie et la sécrétion des œstrogènes, et va donc donner d'abord des nodules, puis va s'infiltrer dans les tissus, va donner des adhérences fibreuses, et par la suite des douleurs avec des accolements importants, et bien sûr un problème très important pour la femme jeune, l'infertilité. Alors il y a bien sûr par la suite, une fois que ces lésions sont implantées, des douleurs qui vont entraîner donc des problèmes psychologiques et psychiques. On a recruté dans notre étude 200 personnes atteintes d'endométriose et on leur a proposé un programme sur 6 mois comportant un volet activité physique, je vous l'ai dit, cardio, yoga, pilates, stretching, et aussi une activité éducative. On leur a proposé 12 séances d'activité éducative, 1 à 2 séances d'activité physique par semaine. On a étudié quoi? La douleur, la fatigue, la qualité de vie et l'image de soi. Concrètement, on a fait 3 vidéos de 30 minutes, 2 fois 1 heure par mois de discussion, et entre 45 et 120 minutes d'activité physique avec 4 temps de mesure. Là, je vous sors les premiers résultats. Les premiers résultats sur 150 personnes, sachant que l'étude comporte 200 personnes. Alors, je vais vous donner les différents éléments qui nous ont fait comprendre ce qui se passe. Les personnes qui ont eu de l'activité physique ont augmenté leur temps de pratique, ce qui montre qu'elles ont en fait bien suivi les séances, et ce, d'autant qu'elles ont eu aussi des séances éducatives en plus. On a vu que la douleur diminuait, surtout quand il y a une activité physique. Il y a aussi un effet de temps, surtout si on associe l'activité physique à l'éducation. On a aussi la fatigue qui va diminuer dans les 4 groupes, et ça va diminuer de façon plus importante dans le groupe activité physique, de même que l'effet de temps. Et la qualité de vie est aussi meilleure dans les 4 groupes, de même que l'image de soi. Alors, dans cette étude, c'est vrai qu'il y a quand même des limites, et on les a identifiées. Il va falloir tester les covariables, c'est-à-dire le niveau des activités physiques avant le programme,
Nous avons vu qu'il n'y a pas assez de puissance statistique pour le moment, mais il faut savoir que le recrutement, pour le moment, c'est 150 personnes et on attend vraiment de voir l'étude finale avec 200 personnes pour avoir de vraies preuves, avec une puissance statistique correcte. Il faudra aussi évaluer les variables après le programme avec des mesures à 3 et à 6 mois. Alors en conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que l'activité physique associée à une composante de discussion avec les patientes est vraiment bénéfique pour faire diminuer la douleur, l'estime de soi et la qualité de vie chez ces femmes atteintes d'endométriose. Donc je relève le défi et dans quelques temps, je pense donc 6 mois, j'irai revoir non plus le candidat Macron, mais le président Macron, en disant voilà, Monsieur le Président, l'étude est faite, on a prouvé que la douleur diminuait par le sport dans l'endométriose. Maintenant, pouvez-vous le rembourser? Je sais que le ministre de la Santé est dans le coin. Je lui lance le défi. Merci beaucoup. En attendant ces perspectives, je vous proposerais peut-être volontiers, en essayant de garder un tout petit peu de temps pour les questions dans la salle, je suis sûr qu'il y en aura, mais avant de passer la parole à la salle, je voudrais vous poser à vous quatre la même question, qui est peut-être un peu idiote, mais pourquoi pas, qui est de dire, il y aurait une seule chose à faire pour faire progresser, non pas seulement la cause de la santé des femmes, mais la santé des femmes. Que serait-elle, cette chose, à votre esprit, à vous, le point sur lequel, le message que vous voudriez passer, la chose à faire, le truc concret ou pas concret, mais le sujet d'amélioration à faire apporter? Alors, si vous permettez que je prenne la parole en premier, nous, on est des assureurs du collectif, donc les ministères, les entreprises, les collectivités locales. On voit à quel point les sujets de prévention, on a accès aux adhérents, aux collaborateurs dans des espaces collectifs. Et on voit à quel point les entreprises sont des endroits où on véhicule plus facilement que dans le grand public des messages de prévention majeurs. Ça en plus l'avantage d'être financé par l'employeur. Donc ce sont des avantages majeurs qui permettent de toucher plus facilement les populations. L'expérimentation qu'on a fait avec MGEN et LIV auprès des adhérentes, on l'a aussi fait avec le GHU Sainte-Anne, alors qui s'appelle maintenant Neurosciences, voilà, pour accompagner la santé des professionnels de santé, des soignantes. Et en fait, je pense que les entreprises sont des espaces, en effet, où l'employeur peut financer, où on peut atteindre des populations pour accompagner la santé des femmes. Et donc, moi, j'ai tendance à me dire que j'attends des employeurs publics, des employeurs privés, que tous les employeurs prennent ce sujet à bras le corps et se disent qu'est-ce que je peux faire pour mes collaboratrices et finalement pour l'entreprise. C'est un sujet de santé des femmes, de place des femmes dans l'entreprise et puis à la fin c'est un sujet d'enjeu sociétal et aussi de productivité. C'est pour ça que les entreprises ont un rôle à jouer. Merci beaucoup. Juliette? Alors c'est peut-être dans la lignée de ce que vient de dire Anne, une étude du World Economic Forum là, de Davos qui est sortie il y a quelques mois, qui montrait qu'1 euro investi en santé des femmes, donc on ne parle même pas d'innovation, on parle simplement de prise en charge, ça peut être de la prise en charge, ça peut être de la santé, ça peut être de la recherche, ça peut être de l'innovation. Donc 1 euro investi rapporte 3 euros à la société. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette étude, elle montre que le gain investissement versus retour sur investissement, il est encore plus important dans les pays à haut revenu. Donc dans des pays comme le nôtre, 1 euro investi, c'est 4,50 euros de gagné en santé des femmes. Donc s'il y a un truc à faire, c'est qu'il faut mettre des sous en santé des femmes. Il faut mettre de plein de manières différentes. En tant que Femtech, je serai la première à dire qu'il faut que vous investissiez dans des Femtech, parce que globalement, et des Femtech françaises par ailleurs, parce que globalement, c'est un domaine dans lequel ça vous rapportera de l'argent et ça rapportera de l'argent globalement à la société. C'est pas tant que l'argent soit important en soi, mais elle ne constitue pas le bonheur, mais elle y contribue. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est la recherche. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de pathologies aujourd'hui sur lesquelles on ne regarde pas l'aspect genré de la pathologie. Que ce soit des pathologies 100% féminines, mais aussi des pathologies non genrées sur lesquelles on sait qu'on a besoin d'aller plus loin en termes de données.
Et là, typiquement, il faut pouvoir aussi investir de l'argent en recherche fondamentale, comme en deep tech, en recherche clinique, pour qu'on puisse porter, et en France en particulier, ce que j'appelle de l'innovation complexe, c'est-à-dire de l'innovation qui soit issue de ce qu'on a de très très bon en France, c'est-à-dire la recherche médicale. Puis il y a un troisième axe, et même si je suis moins touchée en tant que femtech, mais je suis clairement touchée en tant que citoyenne, il faut pouvoir investir aussi dans le soin aux femmes. Et le soin aux femmes, il passe par une meilleure prise en charge, tu en as très bien parlé. Il passe aussi par mettre à disposition un écosystème de soignants en santé des femmes qui soit à même de prendre en compte les spécificités de la santé des femmes. Donc de l'argent, mais pas que. Oui, mais quand même de l'argent. J'ai noté. Luc. Je ne vais pas redire la même chose. Donc, pour moi, il y a un élément essentiel, c'est la formation. Parce que l'une des causes de ce mauvais traitement, entre guillemets, ou ce traitement inapproprié fait aux femmes, est liée au fait qu'on imagine encore, et beaucoup l'imaginent, qu'avoir une pathologie féminine, c'est moins grave qu'avoir une pathologie masculine. On imagine que la femme supporte mieux la douleur que l'homme. C'est peut-être vrai, mais il n'y a pas de raison qu'elle en soit là. C'est-à-dire qu'en clair, pourquoi est-ce qu'elle devrait plus souffrir, elle, que l'homme, sous prétexte qu'elle supporte mieux la douleur? On ne sait pas d'où ça vient. Enfin, si, on a une bonne idée sur le plan historique. Mais c'est inacceptable, tout simplement. C'est inacceptable. Il n'y a pas non plus de raison, parce que cette femme, c'est une femme au foyer, c'est pas grave. Ben non, c'est une femme au foyer qui s'occupe donc d'élever sa famille, de travailler à la maison. Elle fait énormément de travail, d'ailleurs, quand elle est au foyer. Pour moi, une femme au foyer est une femme plus active souvent que d'autres êtres notamment masculins. Donc non, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que la femme est au foyer qu'elle n'a pas d'activité professionnelle qu'elle doit être moins bien traitée. Il y a tout plein comme ça de choses qui sont ancrées dans le quotidien de nos praticiens et qu'il faut absolument balayer par de la formation, en expliquant, en montrant, en rabâchant s'il faut ces évidences. C'est qu'une femme est à l'égal de l'homme, elle souffre autant qu'un homme, et son soin est tout aussi important que celui d'un homme. Et le serment d'Hippocrate ne s'arrête pas au masculin. Merci Luc. Georges François. Alors Georges Fabrice, mais c'est pas grave. Fabrice, Nicolu. Non, mais Michael. Moi, je crois qu'il y a surtout un élément important qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la prévention. La prévention est quelque chose de très important et les femmes sont parfois, certes, supportent mieux la douleur, ça on le sait, parce qu'elles accouchent, donc elles ont plus d'endorphines que les hommes, donc on dit, bon, elles souffrent, c'est pas grave, elles résistent mieux, c'est vrai, elles résistent mieux. Mais elles ne s'écoutent pas, elles font d'abord passer leurs enfants, leur mari, leur travail avant de s'écouter elles-mêmes. Et elles ne vont voir le praticien que quand la pathologie est installée. Or, la prévention est quelque chose de capital. Et dans le programme de santé actuel, le ministère de la Santé doit s'occuper beaucoup de la prévention et les praticiens aussi. Je pense que c'est le maître mot de la santé des femmes, c'est la prévention, avant toute chose, que la femme s'écoute et qu'elle parle à son ou ses praticiens. Merci beaucoup. La salle acquiesce. On a peut-être encore le temps pour une, voire deux questions. Alors, y a-t-il des volontaires? J'en vois. Je vous donne un micro, non? Je vous remercie vraiment pour cette conférence. Alors, une chose pour l'endométriose, c'est une maladie générale. Elle touche même le foie. On opère même des foies. On fait des hépatectomies pour traiter l'endométriose. J'ai juste deux commentaires. En général, en médecine, on classe par organe, en fait. C'est pas tout à fait, je dirais pas c'est tout à fait genré. Je pense qu'on traite une femme comme un homme, exactement pareil, et aussi agressif que l'on peut. Et on est assez curatif pour ça, en tous les cas en France. Mais on traite les pathologies par organes, ou alors endocrino, par exemple. La prostate, c'est l'urologue. Il y a des urologues femmes, des urologues hommes, ils vont traiter la prostate. Pareil pour des problèmes féminins, comme l'endométriose, c'est pas aller gynéco. On a des gynécologues hommes et femmes. Par contre, là où je pense que c'est vrai que là, il y a une différence de genre, et professeur Blum l'a bien dit, c'est la prévention. Les femmes vont très tard
vont très tard voir le médecin. Elles s'oublient. On a vu des cancers assez avancés ou des douleurs qu'elles laissent passer et on découvre un petit peu le stade assez avancé de certaines pathologies. Et je pense que c'est sur la prévention. Il ne faut pas qu'elles hésitent à y aller pour voir et pour traiter. C'est là où... Et alors pour les essais cliniques, c'est le dernier point que je voulais dire. En fait, tous les essais cliniques, quand on fait de la recherche clinique, on fait femmes-hommes. Personnellement, je n'ai pas vu de différence. Il n'y a pas de réticence chez les femmes pour participer à des essais cliniques. On le fait systématiquement. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas genré. Mais il est vrai que pour les pathologies, pour la science, moi je trouve qu'aujourd'hui, elles sont assez proactives, les femmes. Elles y vont. Mais je pense qu'en prévention, si on peut jouer quelque part, peut-être qu'on peut jouer, ça va être la prévention, effectivement. Merci. Ah pardon, pour me présenter, Dr Gina Crissat, je suis chirurgien foie, transplantation, et voilà, et travaille aussi à organisme notifié. Merci. Merci beaucoup. Je veux que Juliette s'était ruée sur le micro. Non, c'était pour répondre. Alors là où je vous rejoins pas complètement, c'est que oui, aujourd'hui, on a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a en effet une moins grande prise en compte des femmes dans certains essais cliniques et qu'en tout cas, on a eu une conférence plus que brillante par une responsable d'URC de la PHP, pas plus tard que vendredi, la docteure Coralie Bloch, sur le sujet, où on voit bien que dans la prise en compte, on a déjà aujourd'hui peu de données, en fait, globalement, sur l'effet, les statistiques et le ratio homme-femme dans les recherches cliniques et dans les essais cliniques, et que par ailleurs, on constate aussi qu'il n'y a pas de regard sur la prévalence de la maladie ratio homme-femme dans le choix, en fait, des populations qui sont prises en compte. Et aujourd'hui, c'est des statistiques sur lesquelles on a un certain nombre de reculs qui permet d'avoir ces données-là. Ce qui me permet quand même de renforcer le point que oui, aujourd'hui, au-delà de l'aspect par organe sur lequel je vous rejoins complètement, on a quand même besoin d'une prise en charge un petit peu plus genrée. Recommandation qu'avait fait la HAS en 2020 à travers son grand rapport sur les politiques de santé et la nécessité d'avoir des politiques de santé genrées. Pour revenir sur la prévention, c'est clair qu'aujourd'hui, en termes de prévention, il est important en santé publique d'aller un tout petit peu plus loin sur la manière à laquelle on adresse le message. L'hypertension est un sujet assez intéressant pour ça. C'est quand on regarde aujourd'hui les causes de l'hypertension chez l'homme, on va retrouver tous les dénominateurs des grandes politiques de santé publique, obésité, tabac et alcool. En revanche, quand on regarde les facteurs de l'hypertension chez la femme, là, on va retrouver d'autres facteurs qui sont la vulnérabilité, les familles monoparentales, la précarité et des métiers à stress. Ce qui prouve que dans nos politiques de santé publique, en adressant un certain message, faites du sport, etc., sur l'hypertension en tout cas, on adresse peut-être une population qui est plus spécifiquement masculine versus des facteurs de risque plus spécifiquement féminins qu'on adresse moins à travers certaines politiques de santé publique. Alors, juste pour terminer, parce qu'on nous fait signe, je voulais dire à quel point l'assurance maladie et les complémentaires santé sont des partenaires majeurs de prévention, et en particulier pour les populations qui sont peut-être loin de la santé, dans des déserts médicaux. En effet, les femmes, c'est 85% des familles monoparentales, donc des vrais sujets de précarité pour les femmes. On a parlé de charge mentale tout à l'heure. Et la prévention, du coup, c'est compliqué pour ces femmes qui sont loin de la médecine, loin de ces messages de santé. Et c'est pour ça que les collectifs, les entreprises ont un rôle très important à jouer en complément de l'assurance maladie pour aller vers ces populations avec des messages, avec des propositions très ciblées. Voilà. Voilà, écoutez, merci infiniment pour cette table ronde.